les Étrusques dans cet été 1985, c'est d'abord une couleur. Le bleu des affiches de la dizaine d'expositions de l'année étrusque, le bleu du ciel toscan, comme ici à Città della Pieve sur la route de Chiusi, ou là, devant le précipice des Baldes et à Volterra, photographié depuis le mur étrusque. Aller à la rencontre des Étrusques, c'est aussi arpenter la campagne à la recherche d'une inscription qu'on va cueillir au téléobjectif, sans qu'on soit pour autant en mesure de vraiment la comprendre. La scène est à Norcia, près de Viterbe, dans la région des nécropoles rupestres, où les tombes d'époque hellénistique prennent la forme de dés ou de demi-dés, où des portes en trompe-l'œil ont pour fonction de masquer la véritable entrée de la chambre sépulcrale. C'est ici le trou noir, la bouche d'ombre qu'on devine au registre inférieur de l'image. De vraies portes s'offrent parfois aux promeneurs, comme ici, à Chiusi, pour la tombe de la colline, porte close, hélas, par crainte de visiteurs indélicats. Poussons-les cependant. Passer le seuil d'une tombe de Cerveteri près de Rome, c'est paradoxalement entrer dans le monde des vivants. Le dedans mime le dehors. Témoin déjà ce petit arc entrevu sur la façade au-dessus de la porte d'entrée, qu'on retrouve répété ici à l'intérieur. Le plafond, dans une tombe voisine, reproduit scrupuleusement le toit à double pente d'une maison et son armature de bois. Ailleurs, une chambre, qu'on n'ose pas dire nuptiale, assigne à chacun des époux sa place, le mari à gauche, sa femme à droite. Tous ces intérieurs funéraires varient selon l'époque de leur construction, comme cette tombe de la cabane, réplique d'une habitation archaïque, varient aussi selon le statut social de leur propriétaire, un statut médian par exemple pour cet hypogée où l'espace est relativement compté, un statut clairement aristocratique en revanche pour cette tombe gentilice, dite des boucliers et des sièges. L'intérieur de la tombe varie enfin selon sa localisation. L'étrurie septentrionale l'articule parfois autour d'un pilier central, comme ici à Quinto Fiorentino, près de Florence, ou encore à Volterra, avec la tombe Inghirami, tombe frustrante certes pour qui la visite in situ, mais heureusement reconstituée au musée de Florence. Attribuer un visage à ces femmes et à ces hommes pose la question de l'évolution au long de l'histoire de leur code de représentation. Ce canope, daté du VIIe siècle, pourvu d'une de ces têtes emblématiques qui tiennent durement serrées leurs lèvres amincies, selon le mot de Jean Baillet, est l'héritier direct des urnes biconiques originelles. La période orientalisante produit au siècle suivant un Apollon de type ionien, étrusque seulement par ce sourire, dans lequel certains ont vu une férocité brutale, presque animale, tout l'opposé, assurément, de ce sarcophage de la même époque où deux époux, avec une simplicité non dépourvue d'humour, se témoignent leur tendresse. Le couple de Velturvelka et de sa femme, enfin, 2 siècles plus tard, à l'époque hellénistique, dit la douleur du deuil avec des moyens picturaux qui sont ceux de l'âge classique. Reste qu'aux yeux de l'amateur, sinon de l'historien, les Étrusques ne sont jamais mieux eux-mêmes qu'emportés dans l'élan dionysiaque de leur chorégraphie funèbre. Le cérémonial de la mort occupe, il est vrai, une place privilégiée dans ce que nous savons de la religion des Étrusques. Le franchissement de la porte de la déesse ne saurait se passer des manifestations du deuil, comme ici ces pleureurs se frappant le front qu'on a pris autrefois pour des augures, ni se passer des offrandes rituelles. Le monde des vivants, de son côté, est ponctué de sanctuaires, comme ici à Fiesole, près de Florence, ou encore à Pieve Socana, près d'Arezzo, lieu, comme on peut le voir, doublement sacré, où l'église paroissiale s'établit sur les ruines d'un sanctuaire étrusque probablement consacré à Minerve. C'est une rencontre un peu semblable qui s'organise ici à Cerveteri avec ses religieuses à la découverte des tombes de la Banditaccia. Au sortir de la nécropole, la voie des enfers descend en pente abrupte vers la vallée du Manganello, bordée de tombes et creusée d'ornières, à la fois cimetière et voie de circulation. Elle témoigne encore aujourd'hui du dialogue opiniâtre entre la mort et la vie. La cité des morts, tout comme celle des vivants, s'inscrit dans un espace contraint.
Les tumulus aristocratiques, juxtaposés comme on le voit dans un certain désordre, vont laisser place, dès la deuxième moitié du VIe siècle, à une nouvelle formule architecturale. On voit ici coexister les deux modèles à quelques mètres de distance. Nouvelle formule qui se traduit par ces lotissements funéraires impeccablement alignés ou qui empruntent l'aspect, à minima, d'une double tombadée. C'est à Orvieto, dans la nécropole du Crocifisso del Tuffo, que cette standardisation trouve son expression la plus systématique et la plus austère, avec pour seule irrégularité la variété des cipes, au sol ou sur le haut du dôme, dont la forme, on le sait, reproduit symboliquement la différence des sexes. De l'autre côté des Apennins, Marzabotto, ville d'artisans prospère au 5e et 4e siècle, divisée en quartiers, inscrit sur des fondations de galets son plan orthogonal, quand, de son côté, sa nécropole égrène de façon plus fantasque, dans un paysage bucolique, ses tombes faites de dalles de travertin. Les deux tombes jumelles de Norcia, dont le fronton s'orne de scènes aujourd'hui très érodées, et plus au nord, près du lac de Bolsena, à Sovana, la tombe de la sirène, devenue elle aussi presque illisible, sont exemplaires de ces tombes à temples de l'époque hellénistique qui séduisaient tant les voyageurs du XIXe siècle. C'est à Sovana encore que se visite la tombe Hildebranda, dont le décor abonde en éléments architecturaux, chapiteaux, colonnes, plafonds à caissons, par-dessus une chambre funéraire aux dimensions tout à fait inusitées. Descendre dans l'hypogée des Volumni à Pérouse n'est pas une expérience dont on sort tout à fait indemne. Elle se mérite, déjà. C'est dans une lointaine banlieue, sous une bretelle d'autoroute, que se cache le petit musée qui recouvre l'entrée de la tombe. Un escalier moderne, qui a remplacé la pente abrupte d'origine, mène à un seuil encadré de deux lourdes dalles de travertin, dont l'une porte une longue inscription dédicatoire, assez bien déchiffrable. Le seuil franchi, le visiteur se retrouve dans un atrium imposant, sous le regard à la fois inquiet et inquiétant de la méduse qui occupe le centre du fronton, sous l'œil aussi plus amène d'un génie niché au plafond d'une chambre adjacente. La chambre sépulcrale à gauche donne à voir au premier plan une urne d'albâtre, datée de l'époque d'Auguste, qui enferme les cendres d'un des descendants du fondateur de la tombe. Succède au second plan, antérieur d'un siècle au moins, une jeune femme assise sur un siège d'apparat qui rajuste un pli de son vêtement. Le côté gauche de la pièce est occupé par trois hommes, dans la position traditionnelle des invités au banquet funèbre, tous trois tournés vers le maître des lieux, dont l'urne brillamment ornée focalise tous les regards, le noble Arndt Velimna, que deux divinités escortent dans son voyage vers la déesse où l'attendent, décolorés, effacés par le temps, les fantômes de ses ancêtres. On peut voir à Montepulciano, dans la province de Sienne, à côté de la boutique d'un vendeur de journaux, un palais Renaissance, dont le propriétaire, au temps de l'Étruscomanie triomphante, a transformé la façade en musée lapidaire. Des urnes cinéraires d'époque hellénistique, dont plusieurs ornées de peltes, y côtoient des inscriptions étrusques et latines. Une méduse au serpent, flanquée de 2 centaures, s'emploie à terrifier le profanateur éventuel que ses deux compagnons n'auraient pas réussi à chasser à coups de pierre. Ce sont des peltes encore, sculptées dans le même travertin qu'à Montepulciano, mais protégées cette fois des intempéries et de la pollution, qui décorent l'urne de Tania Erini. Le combat fratricide d'Éthéocle et de Polynice, sur cette urne en terre cuite, produite en série, intéresse ici pour son propriétaire, c'est un laoutni, c'est-à-dire un affranchi aux moyens modestes. Modeste, elle aussi, mais touchante, cette autre urne en terre cuite dont on ne sait si l'héroïne, porteuse du même message que le caron au maillet, est, dans cette affaire, la messagère ou la victime. Pour cheminer vers la déesse, le défunt figuré sur cette urne d'albâtre du musée Guarnacci emprunte un carpentum,
véhicule d'apparat que les Romains plus tard réserveront aux cérémonies religieuses. Notons que l'inscription qui figure sur la base du couvercle, en rouge, au milieu de la plinthe, est en latin. D'Albâtre encore, cette chasse au sanglier de Calydon, le monstre à demi sorti de sa tanière fait face avec la dernière énergie à l'assaut combiné des humains et des chiens, dont l'un gît éventré. Il faut appeler à la rescousse l'Iphigénie en tauride d'Euripide pour comprendre ici quelque chose aux retrouvailles d'Iphigénie et de son frère devant un protomée de cheval à la présence parfaitement énigmatique. D'Euripide toujours, c'est dans l'Hippolyte porte-couronne qu'on trouvera le récit détaillé du désastre qui s'accomplit ici en présence à la fois d'un démon féminin et du monstre. Une autre furie, cette fois ailée et casquée, tient de sa main gauche le fourreau d'une épée. Du matricide d'Oreste, elle est, on le sait, à la fois l'instigatrice et l'instrument avant d'en devenir l'accusatrice. Que savons-nous de Tania Seyanti Viliania, dont le nom s'inscrit ici en lettres rouges? Rien. Rien sinon que s'induit autour d'elle un halo d'émotion qui modifie le regard que l'on porte en cet été 1985 sur cette salle du musée Gornacci. Στη στέγη μου ακούμπησε το φως και πως τα βλεφαρά μου να σηκώσουν τόση αγάπη. Πριν απ' το στήθος μου ήσουν λέξη, τώρα στο στήθος μου πληγεί. Πριν απ' το στήθος μου ήσουν λέξη, τώρα στο στήθος μου